Donc, thème 1, axe 1, conquête, affirmation de puissance et rivalité. Donc, tout d'abord, première partie, les enjeux géopolitiques d'une conquête. On va voir tout d'abord la conquête spatiale avec ses origines. Alors, qui sont les précurseurs? Ce sont en fait les Allemands avec leurs missiles V2 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, toute cette technologie va être récupérée par les vainqueurs de la guerre. Par exemple, l'ingénieur Van Braun, qui est un Allemand, va être un des responsables du développement du programme Apollo aux États-Unis à partir de 1945. Alors bien sûr, la guerre froide à partir de 1947 va être un stimulateur de la course à l'espace, une véritable compétition entre les États-Unis et l'URSS. Alors, les enjeux sont importants, il y a des enjeux militaires. Envoyer un missile dans l'espace, c'est être capable également d'envoyer une bombe atomique sur n'importe quel point de la planète. Il y a bien sûr des enjeux économiques, le développement des télécommunications, et puis des enjeux idéologiques, c'est montrer que son modèle est supérieur à celui de son adversaire. Alors, quelles sont les principales étapes de cette compétition? Alors, vous devez connaître que tout d'abord, les exploits sont plutôt du côté des soviétiques, avec le premier satellite Sputnik en 57, le premier homme, la première femme dans l'espace, notamment Yuri Gagarin en 61. Les Américains rencontrent des succès, mais toujours avec un temps de retard. Alors, ils vont vouloir prendre une revanche. Alors, ça va être lancé dans les années 60 avec le fameux discours de Kennedy en 1961, qui lance le programme Apollo, aboutissant une dizaine d'années plus tard aux premiers hommes sur la Lune, notamment en 1969, Armstrong mettant le premier pas sur la Lune, retransmis à la télévision. Il y a aussi la navette spatiale américaine qui permet des allers-retours entre la Terre et l'espace. Progressivement, une coopération va se mettre en place entre les deux grands. Cela s'explique par des difficultés économiques que les pays rencontrent, notamment l'URSS, par une volonté de détente entre les deux grands, pour garder aussi une suprématie spatiale. Ça se traduit par la rencontre Soyouz-Apollo en 1975. Ça se traduit également par la création d'une station spatiale internationale dans les années 80-90. Alors, quels sont les autres acteurs à part les États-Unis et l'URSS? Il y a bien sûr l'Europe, avec la France, le Royaume-Uni. L'Europe va mutualiser ses moyens en créant une agence spatiale européenne qui va aboutir à un lanceur européen qu'on appelle Ariane à partir de 1979. Il y a bien sûr des pays émergents comme l'Inde et bien sûr la Chine qui envoya son premier taïkonaute en 2003. Et puis plus récemment, des acteurs privés se lancent dans la conquête spatiale avec bien sûr des objectifs commerciaux. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr la société SpaceX d'Elon Musk, qui a de nombreuses ambitions, notamment de se poser sur Mars. Alors aujourd'hui, les États-Unis sont toujours la première puissance spatiale. La NASA a toujours le budget le plus important au monde. Il conserve une certaine suprématie, notamment dans le domaine militaire. Deuxième partie, affirmer sa puissance à partir des mers et des océans. Alors, les mers et les océans sont des espaces très convoités parce qu'ils sont au cœur de la mondialisation. La quasi-totalité des flux passe par les transports maritimes ou par les câbles sous-marins. Je vous rappelle qu'également, il y a de nombreuses ressources qui sont très convoitées dans les mers, ce qui permet le développement de toute une économie bleue dont vous devez connaître la définition. On peut aussi indiquer qu'il y a des enjeux à travers des différentes routes maritimes, dont la nouvelle qui traverse l'océan Arctique. Voilà ce qui explique la présence de forces militaires sur les mers et les océans. Il faut surveiller ces routes maritimes, il faut défendre parfois des intérêts politiques, voire lutter contre des activités illicites. Alors pour cela, il faut disposer de forces navales. Alors quelles sont les composantes? Il faut avoir une dissuasion nucléaire à travers des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il faut aussi avoir des groupes aéronavals vous permettant de projeter rapidement vos forces à travers le monde. Donc vous devez connaître le sens de tous ces termes clés. Alors, quelles sont les principales puissances navales aujourd'hui? Alors, il y a bien sûr la domination des États-Unis, qui est la première force navale au monde. Il y a d'autres marines de haute mer, comme la marine française ou la marine anglaise, qui ont une force navale complète, avec des bases installées outre-mer ou à l'étranger. Il y a aussi le retour de la Russie, et l'émergence de nouvelles puissances navales, comme la Chine ou l'Inde. Nous verrons tout cela à travers des TP en classe pour compléter ce cours en ligne.